Bonjour à tous, c'est le grand dossier de Midi Ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler des impôts. On les déteste, on les critique, on les appréhende ou on leur reconnaît une utilité publique. D'un pays à l'autre, les taxes sur les revenus diffèrent. Et alors que la France essaie de se transformer pour adopter l'impôt à la source, qui est déjà largement majoritaire en Europe, eh bien, Israël applique déjà ce mode de fonctionnement. Alors à quoi ça sert? Comment ça marche? Pour répondre à ces questions, avec nous en plateau, nos deux experts, Ouriel Boubli, bonjour, vous êtes avocat fiscaliste israélien. Et vous, Thierry Elbaz, bonjour, vous êtes avocat fiscaliste français. Vous connaissez tous les deux les secrets des taxes. Merci à vous d'être avec nous. Et puis bien sûr, Marie Semelin. Bonjour. Bonjour. Comme chaque semaine, vous allez nous apporter un éclairage concret sur la manière dont ça se passe ailleurs dans le monde, du côté des pétromonarchies, mais aussi du côté des pays les plus pauvres de la planète. Merci Marie, à vous d'être là aujourd'hui. Et puis Marianne Bougrain, qui est devant son ordinateur. Marianne interviendra en direct pour vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas à utiliser le mail de Midi Ensemble @i24news.tv. Surtout, restez avec nous. Venir en Israël pour fuir le fisc, c'est la vraie mauvaise idée de nombreux Français. Les accords fiscaux entre Israël et la France sont de plus en plus importants et le secret bancaire de moins en moins sûr. Les deux pays collaborent désormais et Israël n'est plus l'endroit adapté pour dissimuler de l'argent. Les vérificateurs fiscaux n'y vont pas de main morte et les risques de redressement sont grands en cas de fraude. On fait le point tout de suite avec Lise Barenbaum et on en parle après. Immigrer en Israël pour améliorer ses finances, c'est le souhait de plusieurs citoyens français qui disposent de comptes bancaires en Israël. Israël autorise sans limitation la détention d'un compte statut étranger exonéré fiscalement. L'absence d'un contrôle d'échange a favorisé la fraude fiscale pendant des décennies entre Israël et la France. De nombreux comptes ne sont pas déclarés en France, ce qui constitue un risque important pour leurs détenteurs en cas de découverte par l'administration fiscale. Ils risquent alors un redressement d'impôt sur le revenu en remontant sur plusieurs années. La base d'imposition est majorée à 125% avec des pénalités qui vont de 40% du montant de l'impôt à 80% en cas d'activité occulte. Pour les assujettis, l'administration redresse ensuite 6 années d'ISF avec une pénalité de 40% à laquelle s'ajoutent des intérêts de retard. Jusqu'à présent, le secret bancaire était scrupuleusement respecté en Israël, mettant les détenteurs de comptes à l'abri du fisc français. Être citoyen israélien ne met plus à l'abri des contrôles. Posséder un passeport israélien ne fait pas du détenteur un résident fiscal israélien. Passer plus de 6 mois par an en Israël ne règle pas non plus le problème. Les nouveaux immigrants bénéficient néanmoins d'une exonération fiscale sur les revenus de sources étrangères et sur les activités non déployées en Israël. Pour les activités immatérielles ou intellectuelles, la frontière est plus difficile à définir. Chaque nouveau citoyen israélien dispose d'un délai de réflexion d'1 an avant de se déterminer sur ce point. L'examen des critères de résidence peut aussi être épineux. Dans le cas des aliyah Boeing, des immigrants habitant le pays mais travaillant toujours à Paris, la situation peut devenir problématique quand la source des revenus est française à 100%. Depuis 2014, le secret bancaire qui mettait à l'abri les détenteurs de comptes occultes du fisc français n'est plus de mise. Les échanges d'informations sont de plus en plus fréquents, les autorités fiscales se parlent. La plupart des grandes banques israéliennes font signer à leurs clients qui ne résident pas en Israël un document attestant qu'ils sont bien en règle, l'absence de déclaration d'un compte détenu à l'étranger constituant une infraction. Alors aujourd'hui, on est peut-être un petit peu perdu avec ces règles et ces lois fiscales. Thierry Elbaz, vous êtes donc expert en fiscalité en France. Quelle est la première raison pour laquelle les gens viennent vous voir ? Écoutez, on rencontre plusieurs cas de figure. Ça peut être des retraités, des personnes âgées qui viennent par idéal, ou bien même des jeunes couples qui veulent s'installer en Israël pour aucune considération purement fiscale. Je rencontre de plus en plus maintenant de chefs d'entreprise qui veulent se délocaliser également pour des raisons, je dirais, patriotiques, si ce n'est que la coupure avec la France est plus compliquée, puisque ces chefs d'entreprise veulent souvent maintenir une activité en France, conserver leur société, donc la situation est quand même un peu plus complexe à gérer. Ensuite, j'ai des cas de figure un peu plus délicats, de personnes qui se trouvent dans des situations un peu inconfortables avec des comptes ou un patrimoine qui peut exister donc à l'étranger ou en Israël. Et donc on essaie de trouver des solutions adaptées pour ces personnes en toute légalité, avec bien évidemment toujours un risque pour la situation antérieure, mais l'avantage étant quand même de couper le cordon ombilical, d'éviter l'hémorragie, d'arrêter l'hémorragie
et de gérer au mieux la situation par rapport à cette situation inconfortable. Et justement, vous, Ouriel Boubli, vous êtes donc en Israël. Il y a beaucoup de Français justement qui viennent vous voir ces dernières années? Les Français qui viennent me voir, c'est les Français qui viennent me voir après qu'ils ont vu Thierry. Ça veut dire qu'ils arrivent en Israël et ils veulent exactement changer leur centre fiscal et devenir israéliens, et que leur centre fiscal qui reste aussi en Israël. Ça convoque plusieurs paramètres et critères qu'ils doivent remplir. Il y a aussi des sortes de clients qui ont, on va dire, un petit peu peur vis-à-vis des changements qui ont été dernièrement avec les banques israéliennes. C'est des changements entre nous qui ne sont pas qu'en Israël, c'est au monde entier que le secret bancaire il disparaît. D'accord. Tout de suite, place à notre enquêtrice Marie Semelin. Alors Marie, dites-nous tout. Où paye-t-on le moins d'impôts? En Israël ou en France? Alors c'est vrai que ça alimente beaucoup de rumeurs et de fantasmes, mais vous l'avez dit, garder plus son argent, ça n'est pas forcément la raison pour laquelle les gens s'installent en Israël et se délocalisent fiscalement, parce qu'en fait, contrairement à beaucoup de stéréotypes, on n'a pas vraiment la France d'un côté avec énormément d'impôts, de taxes, etc., et de l'autre côté, Israël, où ce serait beaucoup plus libéral et moins taxé. Au final, on paye à peu près les mêmes impôts, sauf qu'ils ne sont pas taxés de la même manière. En France, on la connaît tous, on doit remplir une très fastidieuse déclaration d'impôts avec annuellement, avec des demi-parts, exactement, des revenus fonciers, salariés, etc. Et ensuite, on paye les impôts avec une année de décalage. Et c'est justement ce qu'ils essayent de changer en ce moment, le gouvernement français, c'est d'instaurer l'impôt à la source, ce qui est déjà le cas en Israël. Ici, c'est pas pareil. On prélève directement à la source, en tout cas pour le salaire. Donc, de ce point de vue-là, ça permet d'avoir des taxes au moment où on touche l'argent sur lequel on va être taxé. Du coup, pas de problème d'une année sur l'autre si on a une baisse de salaire. Et vous avez donc des paliers en Israël qui sont de 5%, 10%, 20%, 40% selon vos revenus. Et c'est là où ça peut être un peu compliqué, c'est que si à l'équivalent d'1 € près, un shekel près, vous passez à la barre des 40%, ça vaut peut-être la peine de gagner l'équivalent de 50 € de moins, exactement, pour être imposé au palier d'en dessous. Qu'est-ce qu'elle est fastidieuse, cette déclaration d'impôt, Thierry Elbaz? Oui, c'est vrai que, remarquez, elle l'est moins qu'aux États-Unis, paraît-il. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème de décalage entre le moment où on fait la déclaration, le moment où l'État perçoit l'impôt et le moment où on a généré le revenu. Vous avez raison. Maintenant, il y a des revenus par rapport au principe de retenue à la source. Il faut savoir qu'il y a des revenus qui ne donneront jamais lieu à retenue à la source. Des revenus fonciers, on ne peut pas obliger un locataire de pratiquer une retenue pour verser au fisc l'impôt qui serait dû par son propriétaire. C'est matériellement impraticable et ça se pratique nulle part. Et il faut savoir aussi que la France n'est pas forcément en retard par rapport à ce système, puisque la majorité des impôts, hormis l'impôt sur le revenu, vous l'avez dit, traitement et salaire, la TVA par exemple, c'est un impôt sur la consommation qui est prélevé par le dernier maillon en chaîne. On a aussi des systèmes de retenue à la source pour les non-résidents lorsqu'on leur verse des dividendes. Bref, la retenue à la source est quand même quelque chose de pratiqué. Vous êtes d'accord, Ouriel? Oui, il y a un point qui est important aussi à dire, c'est que cette différence-là, qu'en France, tout le monde fait leur déclaration annuelle, et en Israël, c'est prélevé à la source, ce qui veut dire que les Français qui arrivent en Israël, ils vivent en Israël, sur la base, ils n'ont pas une obligation aucune déclaration. S'ils sont salariés, c'est prélevé à la source. Tant qu'ils n'ont pas une affaire en Israël, une activité en Israël, ils n'ont pas besoin de faire aucune déclaration. Et on va retrouver tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Oui, bonjour Valérie. Alors justement, nous avons reçu un message d'une téléspectatrice qui habite en Enghien et qui nous dit qu'elle va bientôt passer à l'âge de sa retraite. Elle a pour projet de venir s'installer en Israël. Le problème, c'est qu'elle ne sait absolument pas comment s'organiser. Elle a besoin d'aide. Pouvez-vous l'aiguiller, s'il vous plaît? Thierry, au secours. Alors on va essayer d'être simple. Bref, déjà il faut savoir quelle est sa situation matrimoniale. Est-ce qu'elle est célibataire, mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que ses enfants sont détachés, est-ce qu'ils sont rattachés, bref. Et surtout, la question la plus importante, c'est de savoir si c'est une personne qui travaille dans la fonction publique ou si elle travaillait dans le secteur privé. Car la convention entre la France et Israël, qui date de juillet 1995, est un modèle type de convention fiscale bilatérale, prévoit une différence entre s'il s'agit de retraite d'ordre public ou d'ordre privé. Je vais supposer dans ce cas-là qu'il s'agit de retraite d'ordre privé. Et la Convention prévoit une imposition exclusive dans l'état de résidence. Par conséquent, si cette personne quitte la France et procède à son transfert de résidence, dès lors qu'elle devient résidente israélienne, elle n'a plus à payer d'impôts en France s'il s'agit d'une retraite privée, en l'état actuel des textes.
Bon, allez, on passe tout de suite à une autre question, une bonne nouvelle pour cette téléspectatrice. Oui, celle d'une autre téléspectatrice justement qui nous dit qu'elle arrive bientôt à la fin de son exemption d'impôt. Du coup, elle aussi se sent un petit peu perdue, elle ne sait pas quoi déclarer, ni où, ni comment. Auriel. Pouvez-vous l'aider, Auriel? Oui, si elle est arrivée, c'est-à-dire à la fin, ce qui veut dire qu'elle fait déjà 10 ans qu'elle est en Israël, comme j'ai dit à la base, tant qu'elle n'a pas d'activité en Israël, tant qu'elle n'a pas un business en Israël, elle n'a aucune obligation de déclarer, à part si elle achète de l'immobilier ou si elle est salariée, à ce moment-là, c'est pris à la source. Mais sur la base, comme les déclarations en Israël, ce n'est pas des déclarations annuelles, il n'y a aucune obligation. Ok, un autre commentaire peut-être, Marianne? Oui, alors cette fois-ci un commentaire et non pas une question, c'est un message de Henri qui nous dit être très énervé parce qu'il a l'impression qu'on n'arrête pas de faire la chasse aux fraudeurs et pourtant lui à l'inverse trouve tout à fait le contraire. Pour lui, on paye beaucoup trop de taxes. Donc il trouve ça normal, je cite, de pouvoir sauver son argent. Qu'en pensez-vous ? C'est quelque chose que vous entendez beaucoup, ça, monsieur, on paye trop d'impôts, on en a assez. C'est normal. C'est quelque chose de récurrent. Je dirais que même à l'époque, quand il y a eu les élections et que M. Chirac est passé, son slogan, c'était « Trop l'impôt, tue l'impôt ». C'est vrai que quand on a, je dirais, une pression fiscale qui atteint son maximum, on perd en efficacité. Donc, certains pays misent plutôt sur moins de pression fiscale, mais sur une assiette plus large, comme la Suisse par exemple, et d'autres pays, au contraire, renforcent je dirais tout le dispositif avec le coût que ça génère. Lorsqu'on a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent sur la fiscalité, c'est quand même un coût supplémentaire. Ça, on n'en parle pas. Donc, je dirais que parfois, il faut chercher dans l'efficacité et pas forcément voilà, chercher là. Marie Semelin. Mais alors, si je peux me permettre, Henri, ce monsieur, c'est une réflexion qu'on entend beaucoup, même entre nous, à chaque fois que la déclaration annuelle d'impôt tombe, on paye trop d'impôts, on paye trop de taxes. Il faut quand même rappeler que les impôts, ça sert à quelque chose. Notamment en France, ça n'est pas pour rien. On a un enseignement public gratuit et obligatoire qui fonctionne plutôt bien, une université qui est parmi les moins chères d'Europe, un système de santé qui fonctionne plutôt pas mal non plus. Donc d'accord, il faut sauver son argent, mais lorsqu'on paye des taxes, ça n'est pas non plus pour que ça arrive dans les poches de quelqu'un d'autre. Auriel, vous êtes d'accord? En Israël, c'est pareil? Partout, les gens n'aiment pas payer d'impôts, alors c'est normal. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi que ces impôts-là, ils servent pour plusieurs sujets. Et aussi, ça n'empêche pas... C'est-à-dire, personne n'a le droit de prendre la loi à sa main et décider quand il paye, qu'est-ce qu'il paye et qu'est-ce qu'il ne paye pas. De nos jours, comme ça devient un petit village global du monde entier, prendre des décisions pareilles, c'est très risqué. Nos équipes sont descendues dans les rues de Tel Aviv afin de vous demander à vous si vous trouvez que les impôts et les taxes sont trop chers en Israël. Regardez vos réponses. Oui, car j'ai eu l'occasion de voyager dans les pays comme les États-Unis, l'Australie et de demander autour de moi. Et en comparant, on se rend compte qu'ici, c'est très très cher. Oui, mais je peux le comprendre. Mais cela reste quand même très cher. Oui, l'impôt sur le revenu est élevé, mais pas l'impôt sur les sociétés. La TVA reste la taxe la plus élevée que l'on doit payer ici sur de nombreux produits, je pense. Oh oui, il est très élevé. Nous payons beaucoup de taxes, énormément sur les voitures sur lesquelles on doit payer le prix de l'export, plus l'assurance, et cela devient très cher au total. Ajouté aux impôts, le coût de la vie est cher. Oui, je ne le pense même pas, j'en suis sûr. Je suis propriétaire d'un site de développement et on ressent que dans ce pays, c'est difficile. Il faut travailler très dur et en plus payer beaucoup d'impôts. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le pays dans lequel on vit. Oui, très cher. Oui, tout est cher ici, donc les impôts aussi. Je sais que c'est cher. Mon mari habite et travaille ici. Du coup, ça fait beaucoup d'argent à payer. Bon, alors on l'a bien vu, tout le monde paye trop d'impôts. Marie Semelin, est-ce que ça existe vraiment, l'aléa fiscale? Alors, on avait cette conversation avant de rentrer dans ce studio sur est-ce que c'était un fantasme de journaliste ou pas, parce qu'au moment de l'harmonisation fiscale entre la France et Israël, beaucoup de gens parlaient de cette déferlante qui allait arriver, de Français qui voulaient échapper à cette régularisation de leur compte à l'étranger en prenant la nationalité. En fait, c'est ça qu'on appelle l'aléa fiscale. C'est qu'avant, il y avait des citoyens français qui, de manière illégale, corrigez-moi si je me trompe, avaient un compte non déclaré, en l'occurrence en Israël, mais ça peut être ailleurs à l'étranger, avec
les politiques d'harmonisation, ils deviennent obligés de déclarer cet argent. Quand on devient citoyen, et ben, du coup, la résidence fiscale change, et dans ce cas-là, c'est plus les mêmes règles. C'est pas exactement ça. Alors, corrigez-moi. Ce qu'il faut dire, il n'y a pas de terme qui s'appelle alia fiscal, ça existe nulle part. C'est-à-dire, il y a une alia. Il y a les gens qui pensent, quand ils font leur alia en Israël, ils reçoivent l'ancienneté israélienne, qu'automatiquement, ils sont fiscalement en Israël. Il y a quand même de sacrés avantages fiscaux qu'on ne peut pas dissimuler quand on vient ici. C'est vrai, mais d'un autre côté, il faut impliquer, le centre de vie doit être en Israël, le foyer fiscal doit être en Israël, le centre économique fiscal, il doit être en Israël. Si on reçoit une nationalité israélienne, c'est pas automatiquement qu'on devient fiscalement israélien. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle alia fiscal qui existe, mais que c'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît? Exactement. Bon, je vous laisse discuter hors antenne juste une minute avant de vous retrouver, chers téléspectateurs. Il y a de l'ambiance sur le plateau. À tout de suite, restez avec nous. Midi Ensemble, ça continue. Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Vous regardez Midi Ensemble. C'est la deuxième partie de notre émission consacrée à l'imposition. Je vous propose de faire la connaissance d'un entrepreneur. Il s'appelle Laurent Siget, d'origine belge. Il a importé ses produits en Israël, des chocolats, mais des chocolats de haute qualité qui ont conquis les papilles des Israéliens. Son histoire, c'est aussi celle d'un chef d'entreprise qui a lancé son affaire en Israël, un pays qui a la réputation d'aider ceux qui veulent créer et faire du commerce. Lise Barenbaum est partie l'interroger sur cette expérience professionnelle. Regardez. Monsieur Siget, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Dascalides Israël. Merci beaucoup de nous recevoir ici, dans votre entreprise. Merci à vous. Alors, quand est-ce que vous êtes arrivé en Israël? Alors, moi, je suis arrivé il y a 26 ans en Israël, à l'âge de 19 ans. J'ai ici fait mon université, j'ai été à l'armée, et puis j'ai commencé ma vie professionnelle. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises en Israël. Puis je me suis rendu compte que travailler pour quelqu'un, je n'étais pas fait pour travailler pour quelqu'un. J'aime pas trop recevoir des ordres, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et en fait, j'ai cherché un produit qu'il n'y avait pas en Israël. Et comme nous étions en 2000, et je cherchais à faire quelque chose qui a un rapport avec le fait que je sois d'origine belge, j'ai pensé amener ici du chocolat. Et est-ce que ça a fonctionné tout de suite? Tout de suite, non, parce que c'est en fait un produit importé et de luxe. Donc il fallait que l'Israélien passe d'un produit de chocolat très bon marché de type élite à quelque chose qui était quelques niveaux, bien supérieur à ce qu'ils connaissaient. Donc le prix était en rapport évidemment, et donc les gens ont dû s'habituer. Mais ce qui a fait changer aussi les Israéliens beaucoup du point de vue de leur niveau de vie, c'est le fait d'avoir eu plusieurs chaînes en Israël. On est passé de une chaîne à deux chaînes, une chaîne privée, une chaîne publique, et puis on a eu les câbles, et sur les câbles, il y a eu beaucoup d'émissions de lifestyle, ce qui a permis aux gens de s'ouvrir à d'autres choses aussi, à voir d'autres choses, et donc ils comprenaient aussi un peu plus le rapport entre la qualité et le prix. Et donc aujourd'hui, vous avez combien de magasins? Actuellement, nous avons 2 magasins plus un stand à Ramat Aviv, et nous sommes en expansion. Nous pensons nous étendre vers Netanya, vers Rishon, d'autres villes en Israël. Ça a pris quand même 3-4 ans pour que nous sentions quand même, c'était long. Et vous avez même des concurrents, donc, aujourd'hui. Évidemment. Moi, j'étais le premier. En 2000, j'étais tout seul dans la rue. Maintenant, nous sommes 4. D'accord. Alors, est-ce que vous avez senti, quand vous avez ouvert cette entreprise, que c'était difficile d'être entrepreneur en Israël? Je ne crois pas que ce soit plus difficile à la base qu'ailleurs, qu'en Europe. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, il y a un manque de stabilité certain. D'abord, nous étions dépendants de l'euro. Donc, lorsque j'ai ouvert mon entreprise en 2000, l'euro était à 0,82. Et nous sommes passés en quelques temps de 0,82, en quelques années, à pratiquement 1,30, 1,40, 1,40. Donc, ça a beaucoup eu d'influence. Le change sur nos affaires, évidemment. Nous avons dû, à chaque fois, réajuster nos prix. Et c'était pas facile à expliquer aussi aux clients.
il n'y a pas cette stabilité. Si vous ouvrez un magasin de chocolat au sein de l'Europe, vous n'avez pas de problème de monnaie. Ici, nous avions aussi un problème de monnaie. Puis nous avons aussi le fait qu'Israël n'est pas un pays stable, c'est un pays en guerre, c'est un pays où il y a des attentats, c'est un pays où potentiellement, pas tout le temps, mais bon, disons que c'est quelque chose qu'il faut prendre l'année passée, au mois de juin, juillet, août, nous avons eu Tzuk Eitan, donc nous avons 1 mois et demi de guerre, ce qui a influencé évidemment beaucoup notre chiffre d'affaires, c'est clair. Et vous ne fabriquez pas vos produits en Israël? Nous apportons tout de Belgique, tout vient de notre usine de Gand. Alors d'un point de vue fiscal, comment ça se passe en Israël? Vous êtes taxé à combien par l'État? Si je me souviens bien, les taxes sur les profits sont de 28%. Ça ne change pas beaucoup par rapport à la moyenne européenne ou à la moyenne de l'OCDE, mais disons que moi je serais en tant qu'indépendant favorable, parce qu'il y a quand même une différenciation entre une petite et une moyenne entreprise, une entreprise de type plus grand. Il n'est pas normal. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que plus vous êtes grand, moins vous payez, plus vous êtes petit, plus vous payez. Si vous venez de Google, que vous ouvrez une entreprise en Israël, on vous donne 10 ans d'exemption de taxes. Si vous êtes Teva et que vous ouvrez encore une usine supplémentaire, on vous subsidie. Mais quand vous êtes un petit business, vous payez tout de suite. Ça, c'est le problème. Et vous pensez que vous auriez mieux réussi en Europe ou qu'ici, c'est quand même plus facile? Ça dépend de quel point de vue. Il y a, du point de vue de la stabilité et d'une certaine facilité, d'un certain niveau de vie, c'est probablement qu'en Europe, ça aurait été plus facile. D'un autre côté, en Europe, il y a aussi beaucoup, surtout dans le domaine dans lequel je suis, beaucoup de concurrence. Et il est très très difficile de se démarquer. En Israël, les Israéliens sont plus ouverts que les Européens au changement, aux nouveaux goûts. Ils ont envie de tout goûter. Donc il y a une ouverture qui n'existe pas forcément en Europe. Mais pourtant, le niveau de vie des Israéliens est encore un petit peu inférieur à... Oui, mais nous sommes à Tel Aviv. Tel Aviv, ce n'est pas Israël. Israël n'est pas Tel Aviv. Tel Aviv, c'est différent. C'est un État dans l'État. C'est comme Paris en France. C'est comme New York aux États-Unis. Entre New York et la Nouvelle-Orléans, vous comprenez, si vous avez un magasin à New York, c'est la même chose. Nous sommes un peu séparés de ce qui se passe en Israël. Le niveau de vie ici est d'à peu près de 30% supérieur à la moyenne israélienne. Donc vous ne pensez pas ouvrir un jour à Afula nous pensons ouvrir dans d'autres grandes villes. Il serait intéressant pour nous d'avoir une représentation à Haïfa, certainement. Et je ne suis pas contre ouvrir à Beersheba, puisque c'est une ville aussi qui va et qui se développe et qui a un certain niveau de vie. Les gens de l'armée, les officiers de l'armée vont aller habiter maintenant à Beersheba. Ils ont une très bonne université. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on ouvre à Beersheba également. Je pense que ça pourrait être bien. Est-ce qu'en tant que vous étiez nouvel immigrant, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez l'impression que quand on n'est pas israélien de souche, c'est plus difficile de créer son business ici? Ça dépend. Moi, j'ai la chance d'être belge, pas français. Donc, j'ai plus facile déjà pour la langue à la base, parce que nous parlons en général, les Belges parlent en général un peu mieux les langues étrangères que les gens qui viennent de France. C'est vrai. Soyez en passant. Néanmoins, je pense que ça va dans les deux sens. Il y a les avantages, il y a les inconvénients. Lorsqu'on vous voit et qu'on voit que vous êtes de l'étranger, on vous accorde aussi, l'Israélien moyen vous accorde un peu plus de crédit qu'il ne donne quelqu'un d'autre à qui il ferait du business. C'est-à-dire que quand vous venez de l'étranger, vous avez une certaine aura que vous n'avez pas en étant né ici. Néanmoins, il y a des difficultés objectives qui sont de langue, de mentalité. Il faut comprendre avec qui on est, ce qu'on fait. Ce n'est pas évident, évidemment. Il y a des différentes mentalités. Lorsqu'on vient souvent d'Europe, on est sûr qu'on sait tout, et alors on ne comprend pas les codes. Il y a des codes ici. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire, comme dans tous les milieux. Si vous allez en Chine, vous êtes en Chine, ce sera la même chose. Si vous êtes au Japon, c'est la même chose. Toute société a ses codes. Et la difficulté, souvent, pour les gens qui viennent d'Europe, c'est souvent de dire, moi, je vais expliquer aux Israéliens ce qui est bon pour eux, et ça, c'est l'attitude en général qui ne fonctionne pas. Vous nous avez parlé d'une autre difficulté, c'est celle des banques. En fait, les banques, je ne sais pas si c'est une difficulté qui est propre à Israël. Les banques, moi, je ne veux pas rentrer dans le domaine politique, je ne suis pas communiste, mais disons que les banques nous ont foutu pas mal dans la merde dans le monde entier. Et en Israël, ce n'est pas terrible non plus. Le système bancaire, en général, a tendance à prêter comme partout qu'aux riches. Et les petites entreprises et les moyennes entreprises ont beaucoup de difficultés. Ce n'est pas évident d'avoir une bonne banque où on vous comprend, on comprend ce que vous êtes. Donc vous avez dû changer de banque? J'ai changé 2 fois de banque, oui. Il faut essayer de créer une compétition. Il ne faut surtout pas avoir un seul compte dans une seule banque. Il faut essayer d'en ouvrir toujours 2 pour être bien, parce que c'est très difficile, les banques ici. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au plaisir. Pour Riel Boubli, pas si facile de monter son business en Israël? C'est pas facile du tout, parce qu'il faut connaître la mentalité. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est bien réfléchir avant d'ouvrir un nouveau magasin à Beersheba. Il faut savoir que le marché il est tout petit.
La mentalité, c'est pas la même. Il vient de dire qu'il a changé 2 fois de banque. Je pense qu'en France, ça n'aurait pas eu lieu. C'est exactement à cause de la raison qu'avant d'ouvrir, faire du business à Israël, il faut bien connaître la mentalité, savoir comment ça fonctionne, et pas tout ce qui marche en France fonctionne bien marche en Israël. Thierry Elbaz, on confond souvent 2 choses, la résidence fiscale et la nationalité. C'est quoi la différence ? C'est complètement différent. Donc la nationalité fait appel à des notions de droit de la nationalité. Il existe d'ailleurs un code de la nationalité. La notion de résidence fiscale est totalement détachée de cette notion, en ce sens qu'une personne peut avoir la nationalité de plusieurs pays, mais en revanche, pour la résidence fiscale, elle est forcément résidente d'un seul État, dès lors qu'il y a une convention bilatérale en matière fiscale. Et d'ailleurs, la plupart des pays aujourd'hui sont liés entre eux par des conventions fiscales bilatérales. Donc la nationalité fait partie des critères qui permettent de savoir si vous êtes résident fiscal d'un pays ou d'un autre, mais c'est parmi les derniers critères. Justement, quels sont les critères pour être considéré comme résident français ou résident israélien ? Auriel, Thierry ? Je veux bien répondre. Je vous en prie. Alors, en ce qui concerne les relations entre la France et Israël, elles sont régies par une convention fiscale bilatérale qui date de juillet 1995, qui est tiré d'un modèle assez classique qu'on appelle le modèle OCDE. Et à l'article 4, donc, sont prévus des critères qui sont des critères successifs, contrairement à d'autres conventions qui pratiquent des critères alternatifs. C'est-à-dire que alternatif, on va choisir un des critères au choix et l'intercepter pour requalifier la résidence, alors que les critères successifs, on est obligé de les prendre un par un. Et en l'occurrence, j'ai révisé ma convention hier. Donc l'article 4, c'est d'abord le foyer fiscal permanent, c'est-à-dire où vous habitez avec votre famille, où vos enfants sont scolarisés, où vous avez une habitation. Ensuite viennent les critères du lieu de séjour permanent, du centre des intérêts économiques. Il doit y avoir des discussions quand même autour de ça. C'est pas si simple que ça, Auriel. C'est sûr. Exactement. D'abord, l'intelligence, c'est de savoir pour les personnes qui viennent vivre en Israël, c'est de changer leur résidence fiscale. Parce qu'ils sont résidents fiscaux en France. Si devenir résident fiscal en Israël, il y a une démarche à faire. La France n'est pas du jour au lendemain qu'ils arrêtent d'être résident fiscal. À part ça, il y a une négociation qui est possible vis-à-vis de le fisc israélien. Okay, mais il faut que ça soit accordé par le fisc français. Mais si on a la double nationalité, on risque pas d'être imposé 2 fois, Thierry ? Non, justement, la convention fiscale est une convention de non-double imposition. Donc elle vient régir une relation entre un État qui est l'État de résidence et un autre État qui est l'État de la source du revenu. Par conséquent, cette convention vient préciser à quel endroit, dans quel État, soit de la source, soit de résidence, le contribuable doit payer l'impôt. Donc il n'y a jamais de double imposition. Alors vous nous l'avez dit tout à l'heure, Marie Semelin, ici en Israël, l'impôt est prélevé à la source, c'est-à-dire qu'on enlève une partie du salaire avant qu'il arrive sur le compte. C'est beaucoup plus simple que la déclaration d'impôt à remplir chaque année. Nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv pour vous demander à vous si ce système vous convient. Regardez. Non, je pense que c'est trop et qu'il y a beaucoup de choses dont je ne sais pas pourquoi je paye. J'ai fini l'armée il y a 2 ans et je ne savais pas que maintenant j'allais payer autant, mais bon, pas de choix, c'est ce que j'ai maintenant. Il s'agit d'une manière simple pour le gouvernement de collecter de l'argent indirectement de la personne elle-même. Je pense que ça devrait être comme aux États-Unis, tout le monde remplit un papier à la fin de l'année avec ses revenus, sans avoir à être prélevé avant de recevoir son salaire. Non, ils nous prélèvent beaucoup d'argent sur notre salaire. Si une personne gagne au-dessus d'un certain montant, ils prennent 50%. Je pense que c'est trop, même si beaucoup de cet argent va aux besoins de la sécurité ici en Israël. Et c'est compréhensible, mais c'est quand même beaucoup trop. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Après, ça dépend de combien ils prennent. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois payer avec cet argent. Aucune taxe n'est arrangeante pour personne, mais on vit avec, on n'a pas le choix. Alors l'Europe et l'OCDE aujourd'hui tendent à devenir de plus en plus transparents. On a l'impression que l'un des objectifs, c'est vraiment de se débarrasser des fraudeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été réellement mis en place, Thierry, Auriel, pour essayer d'éviter la délinquance fiscale en tout cas ? Israël a signé un accord que à partir de septembre 2018, pour être prête pour faire des échanges automatiques, la France à partir de septembre 2017. Ce qui a mis enchaîné une machine vis-à-vis des banques qui commencent à se préparer et prendre toutes les précautions. Après ce qui s'est passé avec la FATCA, avec la banque Leumi, qui ont reçu une pénalité
énorme des Américains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques exigent de plus en plus de signer des documents comme décharge de secret bancaire, une déclaration que l'argent a été déclaré au pays d'origine. Ce qui est important à dire, ces documents-là que les banques réclament à signer, c'est un document qui les décharge de la loi. Parce que la loi du secret bancaire, elle existe toujours en Israël. Ils sont allés beaucoup plus vite que le gouvernement israélien. Oui, justement, Marie Semla, il y a eu quelques mois un gigantesque scandale, celui du SwissLeaks. Oui, il y a 6 mois, février 2015, cataclysme dans le monde bancaire. SwissLeaks, c'est le nom qu'on a donné aux révélations sur un gigantesque système international de fraude fiscale encouragé par la banque HSBC. 180 milliards de dollars seraient passés via la branche suisse de HSBC à Genève par les comptes en banque de 100 000 clients et 20 000 sociétés offshore. Alors comment ça s'est passé concrètement? Eh bien, les gestionnaires de comptes sont pour beaucoup allés voir leurs clients. Pour certains, évidemment, qui avaient énormément d'argent, et leur ont dit bah, écoutez, votre argent, là, il est un petit peu trop visible, alors si vous voulez, on va aller le dissimuler au Panama ou ailleurs d'un petit peu plus discret, et ça vous permettra de ne pas payer de taxes dessus, tout un tas de taxes très ennuyeuses. Évidemment, problème, c'est totalement illégal et totalement interdit par la loi. La banque sera donc mise en examen pour démarchage bancaire et financier illicite et blanchiment de fraude fiscale. Ça existe encore, les paradis fiscaux, Thierry Elbaz? Oui, il y a des pays qui ont effectivement une fiscalité ultra privilégiée. La difficulté, en fait, c'est de générer du revenu, de le délocaliser là-bas, tout en restant résident d'un État comme la France. Donc, il y a tout un dispositif qui a été adopté en France notamment pour lutter contre ces paradis fiscaux. Marie, rapidement, c'est quoi les gros paradis fiscaux? Alors oui, il y a une petite carte que je voudrais vous montrer, qui est censée montrer tous les pays qu'on appelle non coopératifs avec les administrations fiscales. C'est le mot poli pour dire paradis fiscal. Le problème, c'est que cette carte a fait un peu polémique parce que certains pays qui y apparaissent avaient pris des engagements pour se régulariser avec les administrations d'ici 2017 ou 2018, qui restent encore dans la liste rouge. On a les îles Cook, le Panama, le Vanuatu, vous savez, cette toute petite île au milieu du Pacifique à côté de la Nouvelle-Calédonie, qui eux ne se sont pas encore engagés à faire des efforts. Merci beaucoup. Le grand dossier de Midi Ensemble, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Thierry Elbaz, Auriel Boubli, merci à vous de vos précieux conseils. Marie, on se voit la semaine prochaine. Comme d'habitude, chers téléspectateurs, notre site internet est disponible pour vous. Si vous voulez poser des questions à nos avocats, ils se feront un plaisir de vous répondre. Merci à vous d'avoir été avec nous. Midi Ensemble, ça continue. Surtout, restez bien branchés sur i24 News. On se retrouve dans quelques instants.